L'invité de 15 cette semaine, c'est Christian Chesneau, journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de sortir MBS Confidentiel avec votre collègue Georges Malbruno, une enquête sur Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui vous passionne chez cet homme que vous décrivez comme un jeune moderne, mais aussi un despote impulsif? Ce qui est fascinant chez lui, c'est que justement, c'est l'ange et le démon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un démon ou un ange. Il a une personnalité complexe. On sait qu'il était brutal. On l'a vu, l'affaire Khashoggi. Il a fait des rafles pour éliminer des princes. Et puis en même temps, c'est lui qui va ouvrir l'Arabie Saoudite, qui va permettre aux femmes de conduire, d'introduire la musique, etc. Donc c'est quelqu'un un peu un Janus, le dieu romain aux deux visages. Mi-ange, mi-démon. Vous nous racontez dans ce livre des choses qu'on sait peu, sa passion pour les jeux vidéo et ses vacances d'ado à Cannes et à Paris. On veut en savoir plus. Il a eu une vie de prince, Mohammed Ben Salman, c'est-à-dire comme tous les princes d'Arabie Saoudite, il passait ses vacances dans les palais et les palaces à Cannes, à Paris, à Marbella, au Maroc aussi. Et lui, effectivement, il est né en 85, donc il a 39 ans. Donc lui, il fait partie de la génération qui aime les jeux vidéo et lui qui est passionné de jeux vidéo. Et d'ailleurs, il va même faire la Coupe du Monde de e-gaming cette année en Arabie Saoudite. Il va donner des gros prix. Donc pour lui, c'est un fanat de jeux vidéo. Et quand il est dans un palace à Cannes, il est du genre à aller à Nice avec le personnel de l'hôtel parce que l'écran n'est pas assez grand pour qu'il puisse jouer. Ouais, on raconte cette histoire dans le livre où effectivement, il avait une quinzaine d'années. Il est dans sa suite dans un palace cannois. Il arrive et puis il trouve que l'écran est pas assez grand. Et donc le chef du personnel, l'hôtel se met en quatre pour lui trouver un écran super géant et ils vont aller à Nice dans un supermarché avec un gros bakchich pour acheter l'écran géant pour lui faire plaisir, quoi. Anecdote folle. Il y a des moments où vous nous racontez... Il y a des moments où vous nous le rendez presque sympathique, mais vous rappelez quand même qu'il est soupçonné d'avoir organisé l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'est pas rien, ça. Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être brutal, encore une fois, qui a soif de pouvoir, et pour arriver au pouvoir, il y est presque. C'est peut-être le futur roi d'Arabie Saoudite, il est simplement prince héritier, mais quand son père, le roi Salman, arrive au pouvoir en 2015, lui n'a qu'une envie, c'est de pouvoir grimper, et pour cela, il utilise tous les moyens, y compris les plus violents, effectivement, éliminer Jamal Khashoggi dans le consulat d'Istanbul, éliminer le prince héritier Mohammed Ben Nayef, qui était son cousin, et qui va quasiment le séquestrer et qui va être obligé d'abdiquer. C'est une rafle de 400 VIP, des princes, des ministres, des hommes d'affaires, qui va rafler dans un palace pour essayer de leur soutirer de l'argent, etc., etc. Voilà, ça c'est le Mohammed Ben Salman violent, conquérant du pouvoir. Et puis aujourd'hui, effectivement, le temps a un peu passé et il s'est un petit peu assagi, entre guillemets. MBS met en place un grand projet pour transformer l'Arabie Saoudite d'ici 2030 sur le plan économique, social et culturel. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, alors ce qui est fascinant, il faut que les gens comprennent. Si vous avez été en Arabie Saoudite il y a quelques années, avant 2017-2018, il faut savoir, il n'y avait pas de musique, les femmes ne conduisaient pas. Vous aviez une police religieuse dans les rues, les Mutawara, qui avaient des bâtons et des fouets, qui surveillaient les gens pour aller à la prière. Si vous aviez une abaya mal portée, on vous tapait dessus, vous alliez au poste. Il n'y avait pas, par exemple, de musique dans les restaurants. Le sport était compliqué. Voilà, c'était vraiment une chape de plomb religieuse, idéologique. Et là, ce qui est fascinant, c'est que Mohammed Ben Salman est en train de la faire sauter, cette chape. Et c'est vrai qu'il ouvre, d'un point de vue sociétal, pas forcément sur les droits de l'homme, sur les droits humains, mais sur les libertés, j'allais dire, sociétales, culturelles, sportives, c'est un grand Big Bang. Et il veut créer des villes géantes, racontez-nous. Il a plein de projets. Alors, il a des villes géantes. Il y en a une d'ailleurs dédiée aux loisirs, au sport, qui s'appelle Qiddiya, qui va être une espèce de gigantesque Disneyland à la sortie de Riyad, où il y aura un circuit de Formule 1, il y aura des cours de tennis, un parcours de golf, plein de choses, des parcs de loisirs, etc. Et puis une espèce d'idée complètement dingue, futuriste, ça s'appelle The Line. The Line, c'est un projet d'une ville qui est vraiment de la science-fiction. C'est-à-dire une ville de 170 km de long, large de 200 mètres et haute
de 500 mètres. Et vous allez loger là-dedans des millions de gens, espèce de lignes, de gestes architecturaux complètement futuristes, et dont là-dedans, alors il y aura zéro émission, parce qu'il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de transport, c'est simplement, il y aura un espèce de train ultra rapide, et puis ça sera au milieu du désert, à côté de la mer, et c'est un peu une ville, un peu, entre guillemets, moderniste, futuriste. Alors, il y en a qui disent c'est une aberration urbanistique, écologique, tout ce que vous voulez. Et puis il y en a qui disent c'est le 21e, voire le 22e siècle. Et c'est pour quand? Ah bah ça a commencé. C'est-à-dire que l'idée, les travaux ont commencé. Donc ça s'appelle The Line. L'idée c'est de faire, alors, ils vont construire ça comme des Lego. Donc je rappelle, donc 170 km. Peut-être qu'ils la feront pas toutes, hein, mais ils vont commencer par des blocs de 500 mètres. Et a priori, ils vont commencer par 3 blocs de 500 mètres où chacun, il y aura 80 000 personnes qui pourront vivre dedans. Et donc ça sortira vraiment de terre d'ici 2030. Hein, mais les travaux ont commencé pour The Line. L'Arabie Saoudite, c'est le premier exportateur mondial de pétrole, mais vous nous dites que le pays veut se mettre à la page de ce monde décarboné et qu'il investit énormément dans les énergies renouvelables et aussi dans les projets verts. Ben oui, parce que encore une fois, l'Arabie, c'est le pays de l'or noir. Hein, effectivement, premier exportateur mondial. Ça leur donne beaucoup d'argent. Mais vous l'avez vu à la COP 28 de Dubaï, maintenant, il y a un horizon pour décarboner l'économie, pour arrêter les énergies fossiles. Et comme ils sont visionnaires, ils sont malins, ils se disent, nous, on a beaucoup d'argent. Et surtout, c'est le pays des énergies vertes, du soleil toute l'année, de l'espace et beaucoup d'argent. Donc ils sont en train de créer des champs d'éolien, des champs de solaire énormes pour produire de l'énergie verte. Donc ils veulent vraiment devenir un référent dans le domaine de l'énergie verte pour le monde finalement. Le pays est souvent pointé du doigt pour le non-respect des droits de l'homme, mais selon vous, ça a beaucoup bougé, notamment pour les femmes ces dernières années. Tout dépend de ce qu'on entend par droit de l'homme. Hein. Parce que, évidemment, pour les libertés des femmes, au sens strict, vraiment sociétal, pour elles, c'est une révolution. Avant, je le disais, elles n'avaient pas le droit de conduire, pas le droit de travailler, elles avaient le droit d'étudier, elles étaient sous la tutelle complète de leur mari. Donc, c'était vraiment un statut presque au niveau des talibans en Afghanistan. Hein. Donc là, il est en train de tout faire sauter. On peut même, par exemple, maintenant, les femmes peuvent divorcer par application sur le numérique. Elles peuvent voyager, elles peuvent travailler, donc elles peuvent divorcer. Conduire, aller au stade de foot. Donc voilà. Bon, c'est pas encore le paradis, mais parce que dans aucun pays au monde, c'est le paradis pour les femmes. Mais en tout cas, par rapport à ce que c'était il y a 7-8 ans, c'est vraiment le jour et la nuit. En revanche, quand on parle des droits de l'homme, là, ou plutôt la liberté d'expression, là, effectivement, elle est zéro. C'est-à-dire que là-bas, on ne critique pas, on ne dit pas ni de mal du prince, ni du mal de l'Arabie Saoudite. Et dès que vous êtes un peu contestataire, un peu rebelle, dissident, un tweet peut vous valoir un séjour en prison. Selon vous, MBS a décidé de mettre de côté la religion musulmane très présente dans le pays. On le rappelle, la Mecque est là-bas. Le prince a ordonné que le volume des haut-parleurs des minarets appelant à la prière soit diminué. Et dans le même temps, il a lancé des festivals de cinéma, de musique. C'est la révolution. Comment c'est vécu sur place? Alors oui, il y a une révolution culturelle. Alors en fait, l'idée, c'est pas d'enlever la religion musulmane. C'est pas de désislamiser, parce que vraiment l'ADN de ce pays, c'est la religion. Mais c'est plutôt, entre parenthèses, guillemets, de déwahhabiser, c'est-à-dire enlever ce côté obscur de cet islam local, où, encore une fois, il y avait une police religieuse, il y avait, ils coupaient les têtes, la peine de mort, ils coupaient la tête avec un sabre le vendredi, etc. Donc il y avait des côtés très obscurantistes, et tout tournait autour de la religion. Ça, Mohamed Ben Salman dit, on est un pays musulman, mais ça, on l'enlève, ça, parce qu'on était complètement hors du monde, d'où l'idée de donner des loisirs aux jeunes. Alors, il faut donner un chiffre très important, 70% de la population a moins de 30 ans. Donc, toutes ces réformes, évidemment, sont applaudies par les jeunes, par les femmes. Et là, il faut imaginer, l'Arabie Saoudite, vous avez David Guetta qui mixe devant 200 000, 300 000 personnes. Tous les DJ Snake a mixé pour un grand événement sportif. Il y a du cinéma, il y a Catherine Deneuve qui a inauguré le festival de cinéma à Jeddah, il y a des galeries d'art, maintenant il y a des salles de cinéma, avant il n'y avait pas de cinéma. Il y a même le film Barbie qui est passé en Arabie Saoudite alors qu'il a été censuré ailleurs. Le film comme Napoléon, Barbie, donc voilà, il y a des centres commerciaux, enfin voilà, donc on sent vraiment là-bas une société qui commence à respirer, quoi. En fait, qui se reconnecte à la mondialisation. Ça ne veut pas dire que tout est rose, parce que, encore une fois, c'est une société très conservatrice, les femmes sont encore beaucoup en abaya, avec le niqab, c'est le voile intégral, mais on sent
voilà, quelque chose qui se passe et quelque chose de plus apaisé. Mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont contre, qui sont pas contents, notamment les seniors, les religieux, les gens qui sont en province ou dans les petits villages, dans le désert. Ce changement, c'est brutal. Faut imaginer, c'est comme si la France de 1789 passait en 2024. Ça, en 7 ans. Bah, c'est un choc, c'est un traumatisme. L'Arabie Saoudite utilise aussi le sport pour être bien vu à l'international. Comment et avec quel rendez-vous sportif à venir? Ah oui, alors ça c'est une grande question. Il faut un peu comme le Qatar, qui a eu la Coupe du Monde. Bon, l'idée, c'est de se dire, alors, musique, culture, mais le sport, c'est quand même, justement, la religion universelle. C'est-à-dire, justement, le moyen de toucher toute la planète entière justement, de ne pas parler de race, de religion, de classe sociale. C'est vraiment le... Voilà. Donc, ils font un peu comme le Qatar, c'est-à-dire qu'ils veulent des grands événements. Ils auront la Coupe du Monde en 2034, Coupe du Monde de foot. Donc, dans 10 ans, il y aura une Coupe du Monde de foot comme au Qatar, donc dans l'Arabie Saoudite. Ils achètent des grands joueurs, Ronaldo, Neymar, Benzema et d'autres, Kanté, voilà, dans leur club. Ils ont une tradition sportive, ils ont des grands clubs, voilà. Voilà, ils veulent se diversifier parce que ça permet d'améliorer l'image, de mobiliser les jeunes. Moi, j'étais à un match de foot, c'est plein, hein, le week-end à Riyad, voir Ronaldo, tout, voilà. Et puis, dans tous les secteurs, hein, le golf, la boxe, le tennis, la Formule 1, le cyclisme, le Dakar, qui est en Arabie. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de présenter une nouvelle Arabie, d'intéresser les jeunes et puis aussi de créer de l'emploi parce que ça veut dire des hôtels, des routes, des aéroports, des restaurants, etc. Donc tout ça, c'est vraiment un projet complet. Justement, vous parliez de créer de l'emploi. L'Arabie Saoudite est un pays très jeune, hein, 70% de la population à moins de 30 ans. Et la nouvelle lubie du prince héritier, c'est la saoudisation des emplois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut dire que les Saoudiens doivent travailler. Parce que pendant très longtemps, il y avait cette manne pétrolière qui permettait de tout acheter. Les gens, effectivement, travaillaient à 90% dans l'administration, travaillaient pas beaucoup. Et que finalement, il n'y avait pas besoin de beaucoup de travailler parce que le pétrole rapportait tellement d'argent que ça coulait à flot, quoi. Et donc, voilà. Sauf que maintenant, on l'a dit au début, le pétrole, c'est peut-être plus pour bien longtemps. Hein, ça va peut-être s'arrêter. Il faut trouver des nouvelles voies. Et puis surtout... le pays n'a plus les moyens de subventionner des gens à rien faire, ou en tout cas à pas faire grand-chose. Donc il dit maintenant, le mot d'ordre, c'est faut travailler. Donc il faut créer de l'emploi, il faut créer du secteur privé, des entreprises, et donc d'où l'idée du sport, du tourisme, voilà. Et que les gens, la nouvelle génération, qui est d'ailleurs très bien formée, hein, ils ont des grandes universités, beaucoup ont étudié à l'étranger, viennent faire des projets, fassent des entreprises et se mettent à travailler, quoi. Vous dites dans votre livre, le prince saoudien est finalement un petit peu déçu d'avoir fait venir Karim Benzema, notamment sur le plan humain. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu incompréhensible et peut-être on est un peu à front renversé entre la France et l'Arabie. C'est-à-dire Karim Benzema, évidemment, c'est un grand joueur de foot. Bon, alors entre nous soyez, il n'a pas eu des grands résultats sportifs là-bas, mais c'est vrai que Karim Benzema a beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux son côté religieux, hein, pieux. Donc la religiosité, on le voit à la Mecque, en train de prier, etc. Et justement, les Saoudiens veulent un peu se débarrasser de cette image. Eux, ils veulent montrer, justement, ils veulent pas montrer que c'est un pays religieux et il y a la Mecque et Médine. Eux, ils veulent montrer au monde que c'est maintenant un pays qui s'ouvre et justement, on va voir David Guetta, on va voir un match de boxe, on va dans le désert, etc. Donc il y avait un peu quelque chose un peu à front renversé entre Benzema et l'Arabie Saoudite où finalement c'est le Français qui était plus religieux que les Saoudiens finalement. Quand on n'a jamais mis les pieds en Arabie Saoudite, on n'imagine pas que toutes les démarches administratives se font en ligne via une application. Ça peut paraître positif, mais selon vous, la population est très contrôlée. Le problème, c'est comme partout. Hein. C'est à partir du moment où tout est numérisé, ils savent toute votre vie. Hein, quand vous faites une démarche administrative ou votre permis de conduire, etc. Enfin, vous allez chez le médecin, etc. Eux, ils ont poussé la logique quasiment à 100%. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut divorcer sur Internet. Hein, il suffit de remplir des